J'ai égorgé mon mari d'un geste précis, comme on tranche une dette impayable, dans le salon lambrissé de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Le sang a giclé sur les tapisseries Louis XV, maculant les portraits ancestraux qui nous toisaient du haut des murs, et j'ai ri, un rire sec, presque théâtral, qui a résonné dans le silence de la nuit parisienne. Personne n'aurait pu imaginer que la femme discrète, l'épouse modèle qui organisait des dîners pour les puissants, pouvait basculer ainsi dans l'abîme. Moi-même, je m'en étonnais encore, mais la fureur accumulée depuis des années avait enfin trouvé sa voie, impitoyable et juste. Ce n'était pas un crime impulsif, non. C'était le couronnement d'une trahison qui s'était insinuée dans nos vies comme le brouillard sur la Seine. Mon nom est Élise Duval, et jusqu'à cette nuit fatidique du 15 octobre 2024, j'étais la gardienne invisible des secrets de ma famille. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, avait été le décor de notre union parfaite, du moins en apparence. Alexandre, mon époux, était un avocat renommé au barreau de Paris, un homme au charme vénéneux, aux yeux bleus qui promettaient l'éternité. Nous nous étions rencontrés lors d'une réception au Louvre, sous les regards complices des statues antiques. Il m'avait conquise avec des mots ciselés comme des joyaux, des promesses de fidélité absolue. « Tu es ma muse, Élise », murmurait-il en m'embrassant dans les jardins des Tuileries, sous un ciel de printemps pluvieux. J'avais cru en lui, en nous, en cette vie tissée de soieries et de mensonges dorés. Mais les fondations de notre mariage étaient pourries dès le départ. Alexandre n'était pas seulement un mari infidèle. Oh non, cela aurait été trop banal pour un homme de son calibre. Il était un serpent, un manipulateur qui tissait sa toile avec la précision d'un horloger suisse. Tout a commencé à se fissurer lors d'un dîner familial chez mes beaux-parents, dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement. C'était l'été 2022, une soirée étouffante où l'air conditionné peinait à chasser l'odeur de cuisine bourgeoise, foie gras et magret de canard, arrosé de Bordeaux millésimé. J'avais décidé, ce soir-là, de tester les eaux troubles de notre union en feignant une pauvreté soudaine. « Chérie, nous devons parler argent », avais-je dit à Alexandre en chemin, ma voix tremblante d'une fausse vulnérabilité. Il avait ri, balayant l'affaire d'un geste. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout est sous contrôle. » À table, entouré de sa famille, sa mère, une veuve acariâtre aux bijoux Cartier qui me toisait comme une intruse, son frère cadet, Victor, un banquier aux manières huileuses, et sa sœur, Claire, une galeriste snob qui collectionnait les amants comme des tableaux, j'ai lâché la bombe. Alexandre et moi. Nous sommes ruinés. Les investissements ont mal tourné. Nous pourrions perdre l'appartement. Un silence de mort a suivi, brisé seulement par le tintement d'une fourchette contre une assiette en porcelaine de Limoges. Les yeux de ma belle-mère se sont rétrécis comme des fentes de chat. Ruiné? Mais comment est-ce possible? Alexandre, tu es le pilier de cette famille. Victor a ricané dans son verre, et Claire a murmuré quelque chose sur les épouses trop dépensières. Alexandre, lui, a blêmi un instant, puis s'est repris avec un sourire carnassier. C'est exagéré, Élise. Juste un contretemps. Mais je voyais clair dans son jeu, il mentait, et pas seulement à eux, mais à moi. Ce soir-là, rentrant à pied sous la pluie fine de l'avenue Foch, il m'a giflé pour la première fois. Espèce d'idiote. Tu veux nous ridiculiser? Sa main, si douce en public, s'était muée en poing. J'ai saigné du nez, mais j'ai souri. C'était le début de la fin, le premier fil tiré de la tapisserie de nos vies. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. Alexandre, pour sauver les apparences, a commencé à détourner des fonds de son cabinet. Des clients influents, des politiciens, des hommes d'affaires ont vu leurs dossiers manipulés, des preuves falsifiées pour des règlements à l'amiable juteux. Ils me racontaient tout, ivres de pouvoir, dans notre lit au drap de soie. C'est pour nous, Élise. Pour notre avenir. Mais je savais, ces emprunts étaient des vols, et quand les audits ont commencé, il m'a désigné comme coupable. Tu gérais les comptes, n'est-ce pas? Tu as toujours aimé les chiffres. Mensonge. J'étais professeur de littérature à la Sorbonne, pas une comptable. Pourtant, il a planté les graines, des emails falsifiés, des signatures forgées à mon nom. La trahison s'est approfondie quand j'ai découvert le secret qu'il chérissait plus que notre mariage. Une liaison avec Claire, sa propre sœur. Oui, vous avez bien lu. Dans les recoins sombres de notre appartement, j'ai trouvé les lettres, les photos volées lors de vernissages à Montmartre. Ils se détestaient en public, rivaux pour l'héritage familial, mais en privé, ils se consumaient dans une passion incestueuse, tordue, qui expliquait tant de choses. Les regards complices, les disputes feintes. Claire, avec son air de madone blessée, m'avait toujours haï pour avoir volé Alexandre. Mais c'était elle, la voleuse, la complice qui riait de ma naïveté. J'ai confronté Alexandre un soir d'hiver, sous les flocons qui dansaient sur les toits de zinc de Paris.
C'est fini, ai-je dit, la voix calme comme la Seine gelée. Il a nié, puis ri, puis menacé. Tu n'as rien, Élise. Si tu parles, c'est toi qui iras en prison pour les détournements. Et là, le coup de grâce. Il m'a avoué avoir fait accuser mon frère, un modeste employé de banque, des fraudes qu'il avait commises. Mon frère, Paul, innocent, purgeait 5 ans à la prison de Fresnes, gisant en cellule pour protéger Alexandre. Non, pour me protéger, moi, sa sœur bien-aimée. Paul avait pris la chute pour moi, pensant que j'étais impliqué sans le savoir. C'était facile, avait gloussé Alexandre. Ton frère est si loyal. Il a tout avoué pour te couvrir. Ce moment a été le pivot. La rage, cette bête tapie en moi depuis l'enfance, orpheline de père, élevée dans les ruelles de Belleville avant d'ascendre par le mariage, s'est réveillée. J'ai décidé de le faire payer, non pas avec des cris ou des divorces, mais avec une vengeance froide, calculée, à la française, élégante dans sa cruauté, impitoyable dans sa logique. Paris serait mon allié, ses ombres mes complices. Les premiers pas de ma revanche ont été subtils. J'ai commencé par infiltrer le cabinet d'Alexandre, sous couvert de « recherche pour un roman ». J'écrivais en secret un récit sur les trahisons familiales, un alibi parfait. À la bibliothèque de droit de l'université, j'ai épluché les codes pénaux, appris les failles du système judiciaire français. Puis, j'ai contacté un ancien amant, un hacker discret du Marais, qui m'a fourni des accès au serveur du cabinet. Les nuits, tandis qu'Alexandre ronflait à mes côtés, je piratais, effaçant des preuves, plantant des leurres qui le désignaient comme le marionnettiste. Mais la vraie torsion est venue de Victor, le frère d'Alexandre. Mieux qu'un allié, il était une arme. Victor, avec ses dettes de jeu au cercle de l'Union interalliée, haïssait son aîné pour l'avoir toujours éclipsé. Je l'ai approché lors d'un cocktail au Fouquet's, feignant la détresse. « Victor, aide-moi. Alexandre nous ruine tous. » Il a mordu à l'hameçon, avide de vengeance fraternelle. Ensemble, nous avons ourdi un plan, falsifier des documents pour que Victor paraisse comme le bailleur de fonds des fraudes d'Alexandre. Mais twist dans le twist, Victor, se lâche, a tenté de me doubler, exigeant une part du butin en échange de son silence. J'ai dû l'intimider, une nuit dans les catacombes sous la ville, où l'odeur de mort nous enveloppait. « Trahis-moi, et tu rejoindras les ossements », ai-je murmuré, un couteau contre sa gorge. Il a plié, mais sa peur l'a rendu imprévisible. Les jours suivant l'intimidation de Victor ont été un tourbillon de paranoïa. Paris, cette ville que j'aimais pour sa nonchalance apparente, semblait maintenant conspirer contre moi. Chaque klaxon sur les Champs-Élysées, chaque regard furtif dans le métro, me rappelait que la traque avait commencé. Alexandre, sentant le vent tourner, avait engagé un détective privé, un ancien flic de la PJ, bedonnant et rusé, qui me filait depuis les quais de la gare d'Austerlitz jusqu'au bistrot de Saint-Germain-des-Prés. J'ai dû ruser, changer de coiffure, porter des lunettes factices, me fondre dans la foule des touristes japonais près de Notre-Dame. Mais intérieurement, la tension montait, une corde tendue prête à rompre. Claire, la sœur amante, était le chaînon manquant de ma vengeance. Elle, avec son atelier de la rue de Rivoli rempli de toiles abstraites tachées de regrets, représentait le cœur pourri de leur fratrie. J'ai décidé de l'approcher non par la force, mais par la séduction. Une arme que les femmes françaises manient avec l'élégance d'un sabre. Lors d'une exposition à Beaubourg, je me suis glissé dans sa peau, robe noire moulante, lèvres carmin, un verre de chardonnay à la main. Claire, nous devons parler. De lui. De nous. Ses yeux, verts comme les miens mais voilés de vice, se sont écarquillés. Nous avons fini la nuit dans un bar à absinthe du quartier latin, où les confidences coulent comme le liquide vert. Elle a craqué la première. Il me possède, Élise. Depuis l'enfance. C'est un poison. J'ai écouté, hochant la tête, feignant l'empathie. Puis, le coup, je sais pour les fonds. Et pour Paul. Son visage s'est décomposé, un masque de cire fondant. Claire n'était pas innocente. Elle avait aidé à falsifier les signatures de mon frère, pensant que cela scellerait son emprise sur Alexandre. C'était pour nous garder ensemble, a-t-elle pleurniché, les larmes coulant sur son maquillage impeccable. J'ai sorti mon téléphone, enregistrant tout. Aide-moi à le détruire, ou ce sera toi sur le bûcher. De là, le plan s'est accéléré. Avec l'enregistrement de Claire, j'ai pu faire chanter Victor plus efficacement. Il a introduit un virus dans les comptes du cabinet, non pas pour détruire, mais pour rediriger les fonds volés vers un compte offshore à Monaco, sous un nom fictif que j'avais créé, Héritage Duval. Ironie du sort, Duval était mon nom de jeune fille, un fantôme du passé. Alexandre a paniqué quand les premiers retraits ont été signalés. Il m'a accusé lors d'un dîner tendu à la Tour d'Argent, où la vue sur la Seine scintillante contrastait avec sa fureur. « C'est toi, n'est-ce pas »
Tu veux me ruiner. J'ai nié, les yeux baissés, jouant la victime éplorée. Comment peux-tu penser ça, chérie? Je t'aime. Mais l'amour était mort, enterré sous les mensonges. La nuit, seul dans notre chambre aux rideaux de velours, je revoyais Paul en cellule. Son visage émacié lors des visites à Fresnes, séparé par une vitre crasseuse. C'est pour toi, Élise. Pour que tu vives bien. Il avait pris la faute, signant des aveux sous la pression d'Alexandre, qui avait menacé notre mère âgée dans sa maison de retraite à Versailles. Ce sacrifice m'avait rongé, transformant la douleur en une lame aiguisée. Maintenant, il était temps de rendre la justice. Une justice française, lente et raffinée, où la guillotine morale précède la chute. Le point de non-retour est survenu lors d'une réception au ministère de la Justice, boulevard Saint-Germain. Alexandre, rayonnant en smoking, paradait parmi les élites, vantant ses victoires judiciaires. J'étais à son bras, sourire plaqué, mais sous ma robe de soie, un micro dissimulé enregistrait chaque mot. Victor, déguisé en serveur, circulait avec un plateau de champagne empoisonné, non pas littéralement, mais métaphoriquement, des flûtes contenant un laxatif puissant pour humilier Alexandre devant ses pairs. Le chaos a éclaté quand il s'est effondré aux toilettes, vomissant tripes et boyaux, pendant que je diffusais discrètement l'enregistrement de Claire à un journaliste du Canard enchaîné, tapi dans l'ombre. Le scandale a explosé le lendemain. Les journaux titraient « Affaire Duval, fraude et inceste au cœur d'une famille parisienne ». Alexandre, arrêté à l'aube par la brigade financière, m'a regardé depuis le fourgon cellulaire, les yeux emplis d'une haine pure. « Tu paieras, Élise. » Mais j'étais intouchable, pour l'instant. La police m'a interrogé, bien sûr, dans les locaux froids du quai des Orfèvres. « Madame, votre mari vous accuse de complicité. » J'ai pleuré, racontant une histoire de femme battue, de secrets découverts trop tard. Les flics, ces cyniques endurcis par les nuits parisiennes, ont hoché la tête. Les hommes comme lui, on en voit passer des chariots. Libéré sous caution, j'ai filé vers Fresnes pour voir Paul. La prison, avec ses murs de béton tagués et son odeur de désespoir, était un purgatoire. Élise, qu'est-ce qui se passe? Son visage, amaigri par les ans, s'est illuminé. J'ai tout avoué, larmes aux yeux. C'est fini, Paul. Il paie. Il m'a serré la main à travers la vitre, un geste fraternel qui valait toutes les médailles. Fais attention, petite sœur. La vengeance, c'est un feu qui consume tout. Il avait raison. De retour à Paris, les ombres s'allongeaient. Claire, brisée, s'est suicidée dans sa baignoire, les veines ouvertes comme un tableau expressionniste. Son mot, pardonne-moi, Élise. J'étais piégé. Coupe. Peut-être. Mais sa mort a scellé le sort d'Alexandre. Sans elle pour témoigner en sa faveur, les preuves l'ont écrasé. Victor, paniqué, a fui vers la Côte d'Azur, mais je l'ai traqué via des contacts dans la pègre marseillaise, un vieil oncle de Belleville, qui réglait les dettes à coups de batte de baseball. La tension culminait maintenant, un crescendo wagnérien dans le théâtre de ma vie. Alexandre, en détention provisoire à la Santé, réclamait une visite. J'y suis allé, paré comme pour un opéra, tailleur Chanel, parfum Chalimard. Dans la salle des parloirs, séparé par la glace blindée, il a supplié. « Élise, c'était une erreur. Laisse-moi plaider coupable, mais sauve-moi. » Son arrogance avait fondu. Il n'était plus qu'un rat noyé dans l'égout de la justice. J'ai souri, le cœur de pierre. « Trop tard, mon amour. Tu as tué Paul en moi. Maintenant, c'est ton tour. » Mais alors que je quittais la prison, un appel anonyme. « Madame Duval ? Victor est mort. Accident de voiture sur l'autoroute A8. » Il parlait trop. Était-ce moi? Non, mais la peur s'insinuait. Ma vengeance, cette machine bien huilée, dérapait-elle? Paris, indifférente, continuait son balai. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient, moqueuses. La mort de Victor a été le catalyseur d'une spirale infernale. Les journaux, avides de chair fraîche, ont titré « La malédiction des Duval, inceste, fraude et meurtre en série ». Paris bruissait de rumeurs. On chuchotait dans les salons de l'île Saint-Louis que j'étais une sorcière sortie des catacombes, une Ève vengeresse avec du poison dans les veines. Ma belle-mère, cette harpie aux perles de culture, m'a traîné en justice pour incitation au suicide de Claire, mais son avocat, un tocard du 8e, s'est effondré quand j'ai produit les enregistrements. « Madame, votre fils a semé le vent. Il récoltait la tempête. » Seul dans l'appartement vidé de ses meubles, saisi par les créanciers, je broyais du noir au son des sirènes de la place de la Concorde. La vengeance, que j'avais imaginée comme un balai précis, virevoltait maintenant en chaos.
Paul, libéré sur parole grâce aux aveux d'Alexandre, est venu me voir. « Élise, arrête. Tu te perds. » Ses yeux, marqués par la tôle, reflétaient mon propre abîme. Il a payé. Laisse la loi faire le reste. Mais la loi française, cette vieille dame revêche, était trop lente. Alexandre, avec ses connexions au palais de justice, négociait déjà un plaidé-coupable allégé. 3 ans avec sursis, peut-être. Non. Il méritait la chute totale. J'ai alors ourdi le coup final. Un faux témoignage qui le lierait à un meurtre plus ancien. Celui de notre père, non, pas notre père à moi, mais le sien, un industriel ruiné par des dettes que Victor avait héritées. Le secret Chongiu. Alexandre avait falsifié le testament pour s'approprier l'héritage, poussant le vieil homme au suicide en 2015, une overdose accidentelle, dans sa dînette de Neuilly. J'avais les preuves, exhumées des archives notariales du Marais, un notaire véreux, un flacon de barbiturique vide. Avec l'aide de mon hacker, j'ai fabriqué un document, pas un faux grossier, mais une recréation élégante, signée numériquement. L'implémentation a été un opéra de tension. J'ai contacté le procureur, une femme acérée nommée Martine Leclerc, via un intermédiaire anonyme. Monsieur Duval est un monstre. Voici la preuve. Les flics ont fouillé l'appartement familial, exhumant des lettres jaunies qui corroboraient le récit. Alexandre, confronté lors d'une reconstitution au bord de la Seine, a craqué. C'était pour la famille. Pour nous protéger. Protéger? Il avait détruit tout, y compris Paul, qui avait découvert le pot aux roses et refusé de se taire, d'où sa chute initiale. Le procès a été un cirque médiatique, retransmis en direct depuis le tribunal de l'île de la Cité. Paris, ville de juges et de bourreaux, s'est divisé. D'un côté, les féministes du 5e arrondissement acclamaient ma libération. De l'autre, les conservateurs du 16e hurlaient à la « méduse manipulatrice ». J'ai témoigné, voix ferme, décrivant les gifles, les nuits de terreur, la façon dont il m'avait forcé à endosser les dettes pour masquer ses amours interdites. Il m'a volé ma vie, Monsieur le Président. J'ai seulement repris ce qui était mien. Mais le matois en lui a contre-attaqué. Alexandre, pâle sous les néons, a pleuré crocodile, Élise est folle. Elle a tout orchestré pour l'héritage. Et là, le premier twist mineur. Victor, avant de mourir, avait laissé une lettre chez un notaire, accusant moi d'avoir saboté ses freins. Mensonge? Peut-être pas. Dans ma fureur, j'avais payé un mécano de banlieue pour inspecter sa voiture. Une inspection qui avait tourné au sabotage involontaire. Le doute s'est insinué chez les jurés. Étais-je vengeresse ou meurtrière? La tension culmina lors des plaidoiries. L'avocat d'Alexandre, un requin du barreau, disséqua ma vie, mon enfance misérable à Belleville, mes ambitions trop vives pour une professeure. Cette femme est une Iago en jupon, hurla-t-il. J'ai riposté en personne, brisant le protocole. Et lui? Un Caïn qui a tué son père pour un festin. Le public a applaudi, divisé en factions hurlantes. Dehors, des manifestations, justice pour Élise. Contre stop à la vengeance féminine. Verdict, 20 ans ferme pour Alexandre, plus 5 pour recel d'héritage frauduleux. La salle a explosé. J'ai été porté en triomphe par des inconnus en larmes. Mais en sortant, sous la pluie battante de la Seine, Paul m'a pris à part. C'est pas fini, Élise. Regarde ça. Il me tendait un dossier, des photos de moi, prises par le détective d'Alexandre, montrant mes rendez-vous avec le hacker. La police me convoquait pour obstruction à la justice. La nuit qui suivit fut un cauchemar éveillé. Caché dans un hôtel miteux près de Bastille, je ruminais. La vengeance, ce vin capiteux, avait tourné au vinaigre. Étais-je la héroïne ou la vilainesse? Paris, avec ses gargouilles ricanantes sur les cathédrales, semblait se moquer. Pourtant, je n'ai pas fléchi. Le lendemain, j'ai rencontré Leclerc, la procureuse, dans un café discret de la Contrescarpe. Je sais pour le faux document, ai-je dit, prévenant l'inévitable. Elle a souri, froide. Et j'ai sorti une clé USB, des preuves sur elle, détournement mineur pour financer sa campagne. Chantage? Oui, mais symétrique. Laissez-moi partir, et je disparais. Elle a hésité, puis hoché la tête. Vous êtes un poison, Duval. Mais utile. Libre, mais marqué, j'ai fui vers le sud, laissant Paul à Paris avec une lettre d'excuse. La route vers Marseille serpentait, bordée de vignes sombres. La vengeance avait triomphé, mais à quel prix? Mon reflet dans le rétroviseur, yeux cernés, lèvres pincées, n'était plus celui d'une muse, mais d'une ombre. Marseille m'a accueilli comme une amante jalouse. Vent salin du vieux port, odeur d'ail et de pastis mêlés à la pourriture des quais.
j'y ai trouvé refuge dans une pension anonyme, sous le nom d'Émilie Laurent, une veuve imaginaire. Les jours s'étiraient en une routine UAM, lecture de Camus dans des cafés enfumés, l'étranger, ironiquement, pour sa froideur face au meurtre, et des nuits hantées par les fantômes d'Alexandre, de Claire, de Victor. Paul m'appelait, voix brisée au téléphone. « Reviens, Élise. La famille, c'est nous. » Mais la famille, elle n'existait plus, dissoute dans le sang et les mensonges. La presse parisienne, affamée, n'avait pas lâché l'affaire. « Où est la veuve noire ?» titrait-il, me dépeignant comme une Lady Macbeth moderne, une figure controversée qui divisait les dîners en ville. Les féministes m'idolâtraient, Élise Duval, symbole de la revanche des opprimés. Les traditionalistes me lapidaient, une hystérique qui a détruit une lignée pour un caprice. J'achetais le monde incognito, riant amer de ma propre légende. Mais la tension ne faiblissait pas. Des ombres me suivaient dans les ruelles du panier, des silhouettes payées par les restes de l'Empire Duval. C'est alors que le plan ultime a émergé, né d'un désespoir fertile. Alexandre, en cellule à la santé, préparait un appel. Il affirmait avoir été piégé par moi, avec des preuves fabriquées post-mortem par Victor. Un suicide assisté? Non, un complot pour me faire tomber. J'ai dû contre-attaquer, et pour cela, j'ai invoqué le dernier pion, ma mère, cette ombre fragile à Versailles. Elle, qui avait toujours su pour l'inceste, un secret de famille enterré sous des années de déni bourgeois, détenait une lettre du père d'Alexandre, preuve irréfutable de la fraude testamentaire. Le voyage à Versailles fut un périple tendu, en train de nuit, le cœur battant au rythme des rails. La maison de retraite, avec ses jardins taillés et ses résidentes aux yeux vides, puait la mort lente. Maman, Alzheimer grignotant ses souvenirs, m'a reconnu un instant. Elise. Le sang. Ne le verse pas. J'ai fouillé sa chambre, trouvant la lettre dans un tiroir. Mon fils m'a trahi. Il veut tout. Signé de la main tremblante du patriarche. De retour à Marseille, j'ai scanné, anonymisé, et envoyé à un blogueur influent, un certain Julien Moreau, connu pour ses enquêtes sur les élites corrompues. L'effet fut électrique. L'appel d'Alexandre fut ajourné. La lettre, authentifiée par des experts, le liait à un parricide moral. Les manifs devant la santé hurlaient « Justice pour le vieux Duval ». Alexandre, isolé, son bras, rumeur de tentative de suicide, de délire en cellule. J'aurais dû jubiler, mais un vide béant s'ouvrait. La vengeance, ce feu purificateur, ne réchauffait plus, elle consumait mes chairs. Le climax survint par une nuit d'orage, quand un émissaire d'Alexandre me trouva. Un truand auvergnat, tatoué comme un marin, frappa à ma porte. « Ton mari veut te voir. » Dernière chance. Contre toute raison, j'acceptai. Le transfert fut clandestin. Fourgon noir vers Paris, menottes au poignet, sous la pluie qui flagellait les vitres. À la santé, dans une salle secrète, Alexandre apparut, enchaîné, visage ravagé. « Élise. » Pourquoi ? Sa voix, brisée, implorait. J'ai approché la vitre, nos souffles se mêlant en buée. « Parce que tu m'as tué d'abord. Paul, ma dignité, tout. » Il rit, un son guttural. « Et si je te disais que Paul n'était pas innocent ? Il savait pour Claire et moi, depuis le début. Il a pris la faute pour de l'argent, notre argent. » Mensonge? Vérité? Le twist me frappa. Mon frère, mon roc, avait-il pactisé ? J'appelai Paul plus tard, voix chevrotante. « Dis-moi que c'est faux. » Silence. Puis, « Élise, c'était pour te protéger. De toi-même. » La révélation. Paul avait couvert Alexandre pour m'épargner le scandale, gavant sa loyauté d'illusion. Le choc me paralysa. Ma vengeance, bâtie sur le sacrifice de Paul, reposait sur du sable. De rage, j'ai tout balancé, l'enregistrement de ma chantage à Leclerc, les faux documents, le sabotage de Victor. Anonymement, via un burner phone. La procureuse tomba, un nouveau scandale éclata, complot au quai des Orfèvres. Alexandre fut libéré en attendant réexamen, mais brisé, ruiné, un fantôme errant les rues de Paris. Je fuis à nouveau, vers les Calanques, où la mer Méditerranéenne avale les secrets. La tension, cette corde usée, se relâcha en cataclysme. Étais-je vengeresse ou folle ? Les lecteurs, divisés, débattaient en ligne « Élise est une martyre » vs une destructrice égoïste. Les Calanques de Cassis, avec leurs falaises ocre plongeant dans un azur impitoyable, devinrent mon exil final. Là, dans une cabane de pêcheurs louée au noir, je contemplais l'horizon, un verre de rosée à la main, tandis que le soleil se noyait dans la mer. Paris n'était plus qu'un écho distant,
Alexandre, interné en asile psychiatrique à Sainte-Anne, marmonnait des insanités sur des sœurs fantômes. Paul, rongé par la culpabilité révélée, s'était volatilisé, laissant une lettre. « Pardonne-moi, Élise. J'ai cru te sauver. » Ma mère, dans son brouillard, avait rejoint les anges, emportant les derniers lambeaux de notre lignée. Le twist ultime, celui qui hante encore mes nuits, survint par un matin brumeux. Un bateau de la gendarmerie accosta, sirène hurlante. « Élise Duval, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre et conspiration. » Meurtre. Le sabotage de Victor, que j'avais nié, avait été tracé jusqu'à moi via un témoin. Le mécano, soudoyé par les Duval restants. Et pire, Claire n'avait pas été suicidée. Alexandre, dans un dernier sursaut de malfaisance, avait avoué sous hypnose qu'il avait tué pour la faire taire, mais avait tout mis sur mon dos, avec des preuves plantées par son détective. Le procès à Marseille fut un théâtre absurde, un écho du précédent mais plus UAM, imprégné d'iode et de sel. La cour, avec ses juges provençaux aux verbes fleuris, disséqua mon âme. « Madame, votre soif de revanche a-t-elle éteint votre humanité ?» J'ai plaidé coupable, non par remords, mais par fatigue. J'ai vengé un innocent. Le système vous a trahi autant que moi. Les débats firent rage. Podcasts entiers sur la tragédie Duval, héros ou monstre, où les auditeurs se chiaient en deux camps irréconciliables. Certains me voyaient comme une Antigone moderne, défiant les lois pourries, d'autres comme une Médée déchaînée, sacrifiant tout à la haine. Verdict, 10 ans à la prison des femmes d'Aix-en-Provence. Pas la guillotine morale, mais une cellule aux murs ocre, avec vue sur les collines. Paul vint me voir une fois, avant de s'embarquer pour le Canada. C'est la fin, Élise. J'ai souri, amer. Ou le début. La vengeance n'est jamais finie, elle se réincarne. Aujourd'hui, en cellule, j'écris ces lignes, mon roman, celui que j'avais faim d'écrire. Paris, au loin, pulse toujours de ses lumières traîtresses. Ai-je gagné? Perdu? Le monde débat encore, et c'est ma victoire ultime. Semer le doute, fissurer les façades bourgeoises. La trahison m'a forgé, la revanche m'a libéré. Ou damné. À vous, lecteurs, de juger. Mais rappelez-vous, dans l'ombre des boulevards, chaque sourire cache une lame. Fin.